Zerbo, le grand historien africain, le grand Burkinabé. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre Burkinabé. Je ne vais pas parler de lui. Je vais faire parler un grand Burkinabé aujourd'hui. Avant d'y arriver, j'aimerais introduire ma conférence par un chant. Ce chant a été composé par un Africain qui a été le tout premier à gagner un Roland Garros, tennis. Vous pouvez imaginer, il s'appelle Yannick Noah. Yannick Noah, il a fait une belle carrière comme sportif. Il a aussi fait une très belle carrière de musicien. Et comme musicien, il a composé plusieurs chants, bien évidemment. Il y a un chant qui, en PNL, est vraiment à propos. Merci beaucoup. Ce chant, c'est Ose, le verbe oser. La chanson, c'est Ose. Bon, je vais chanter, hein. Il dit Ose, ose, redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose, ose, redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour oser redonner à notre vie sa vraie valeur. Parce que la valeur qui a été attribuée à notre vie n'est peut-être pas celle que nous souhaitons, nous voulons pour nous-mêmes. Alors, nous avons dit hier que la PNL est là pour programmer et pour déprogrammer. Alors, si nous ne sommes pas d'accord avec la valeur qui a été attribuée à notre vie, ou que nous avons nous-mêmes attribué à notre vie, à un moment donné, nous pouvons aujourd'hui déprogrammer, oser changer cela. Et l'expression que je propose et qui correspond pour moi très bien à ce salon qui se tient ici sur la terre, qui a vu couler le sang d'un des plus grands fils d'Afrique, le capitaine Thomas Sankara, je ne pouvais pas parler de programmation mentale, de déprogrammation mentale, j'ai voulu parler de décolonisation mentale. C'est un mot qui parle aux Africains et principalement aux Africains vivant ici, sur ce beau territoire. Il nous dit aujourd'hui que si tu es esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui est colonisé mentalement là, et que tu ne fais rien pour sortir de là, tu ne mérites pas qu'on s'apitoie sur ton sort. Ça veut dire que ça te plaît, tu es bien dedans. Parce que quelqu'un est bien, il faut le laisser. Seulement, il y en a qui sont là, ne sont peut-être pas conscients qu'ils sont enfermés dans cette cage. Et la PNL propose des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes sortir de cette cage-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la décolonisation mentale. Pas sur le plan politique, mais la décolonisation des esprits. Comment nous pouvons conduire cette entreprise de décolonisation des esprits pour redonner à notre vie sa vraie valeur. Comme Jean 10 le dit, pour nous remettre debout, pour avoir la vie en abondance, pour vivre pleinement le projet de vie. Alors je vous souhaite la bienvenue à cet univers de décolonisation mentale à partir de la PNL. J'ai lu sur un des murs du mémorial du capitaine Isidore Thomas de Sankara, il était écrit ce qui est au tableau. Construire son bonheur de ses propres mains est une exigence révolutionnaire. Ce n'est pas, hier notre parrain nous disait, ce n'est pas quelqu'un qui va tisser ta natte. Toi-même, tisse ta propre natte. C'est la même chose. Si je veux être heureux, c'est à moi de construire mon bonheur. Gandhi l'a dit hier, si tu veux un changement, c'est à toi de changer. Où il n'y a pas d'amour, mets l'amour. Ne dis pas, il n'y a pas d'amour ici, je m'en vais. Tu veux l'envoyer où? Mais l'amour, il y aura l'amour. Où il n'y a pas la paix, mets la paix, il y aura la paix. Où il n'y a pas la connaissance, mets la connaissance. Où il n'y a pas la lumière, mets la lumière, il y aura la lumière.
Donc, notre mentor de ce salon, mentor spirituel, parce qu'il est déjà parti, le capitaine Thomas Sankara nous dit ça. Et je l'ai pris, hein, je l'ai pris comme mentor parce que vous voyez. Alors, nous avons souvent entendu une petite voix, et chacun d'entre nous a cette petite voix qu'il entend. Une petite voix qui te dit, ah c'est vrai, tu parles comme ça, mais tu ne vas pas y arriver. Non, tu ne peux pas. Tu n'es même pas capable. Non, tu ne pourras pas. Les autres ont fait avant toi, ils n'ont pas réussi, donc toi, ne perds pas le temps. Je vous raconte une anecdote. En développement personnel, nous faisons beaucoup de témoignages. Parce que les gens de notre temps apprennent par le témoignage. C'est-à-dire, je peux bien dire des choses, mais si je n'ai pas été témoin de ces choses-là, la crédibilité risque d'être pas celle-là. En 2005 ou 2006, à Yaoundé, au cœur de la forêt d'Afrique centrale, non, en 2003, le Cameroun a été déclaré pays le plus corrompu au monde. Nous avons le champion du monde dans notre trophée. Yeah. Mais c'était très humiliant pour ceux qui aiment vraiment leur pays. Qu'on dise que dans les plus de 200 pays dans le monde, vous êtes les plus corrompus. Quand tu vas à l'étranger, on dit, tu es Camerounais? Tu dis oui. Ah ouais? Ok. C'était très humiliant. À cette époque, j'avais juste ma licence en théologie. Et j'ai créé l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale. Le tout premier think tank consacré à l'étude des affaires, des politiques publiques et des affaires publiques. Et quand je l'ai créé, les gens m'ont dit, toi tu es qui pour créer un think tank de sciences politiques? Tu n'as jamais fait un cours de sciences politiques. Tu n'es pas un professeur de sciences politiques, parce qu'au Cameroun, il y en a, hein. Ah, il y en a les professeurs, vous savez très bien. Chaque année, le CAMES en produit comme ça, à l'appel. Beaucoup de professeurs agrégés de sciences politiques et de droit, tout ce que vous voulez. Alors quand j'ai créé cet institut, je décide d'aller en France et aux Pays-Bas chercher les partenaires. Je vous dis, je n'étais pas politologue à l'époque. Je n'avais pas fait la science politique. Seulement, je me suis dit, je ne peux pas me plaindre de ce que mon pays est comme ça, parce que nos fonctionnaires sont corrompus, pour la plupart, parce qu'ils ne savent pas qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Aujourd'hui, la ville est délabrée, le pays est délabré. Ça, c'est pour nous tous. Tous les jours, ils meurent comme ça dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de bons soins. Mais c'est parce qu'ils l'ont rendu ainsi. Moi, je ne peux pas me plaindre. Je préfère faire partie de la solution. Alors, je décide donc de faire une tournée pour aller chercher des partenaires. D'abord, sur le plan technique. Je vais à Grenoble, je trouve les professeurs de Sciences Po Grenoble qui acceptent de venir dans mon institut créer un master en administration publique. Moi-même, j'avais juste ma licence en théologie. Je n'avais pas encore fait quoi que ce soit en sciences politiques ou en droit public. Ils acceptent tout simplement parce que je pense qu'ils ont tout simplement compris que je parlais avec mon cœur. Je voulais leur dire un peu mon cri, le cri d'un fils d'Afrique qui ne veut plus voir sa mère humiliée. Parce que j'avais compris que c'est l'ignorance qui faisait que les personnes se comportaient comme ils se comportaient. Nous avons créé cet institut, nous avons même construit des bâtiments. Et ceux qui me disaient, toi tu es qui pour faire ça? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas pu conserver ce que nous avons construit. Nous disons même pas construire quelque chose. Mais c'est parce que les gens, on leur a dit que pour créer un centre de recherche, il faut être un chercheur. Qui a dit ça? Pour créer une université, il faut être universitaire. Qui a dit ça? Il faut être un entrepreneur, tout simplement. Et tu vas embaucher les universitaires, ils vont enseigner. Moi, je suis un entrepreneur. Il faut tout simplement être un entrepreneur. C'est la décolonisation mentale. Et quand j'ai fait ça, ça a marché depuis ce jour-là. On ne me dit plus, tu ne peux pas. Quand j'avais dit aux gens, nous allons faire le tour d'Afrique, toucher les 54 pays d'Afrique, on me dit, toi, tu es là-bas quoi? Je n'avais même pas l'argent d'un seul billet d'avion quand je disais ça. Aujourd'hui, tous les 2 mois, je vais dans un pays d'Afrique, dans des pays d'Afrique, avec des personnes. Parce que, where's the will, there's a way. Le père Angébert Veng, un jésuite qui a été assassiné en 1990 au Cameroun, le père Angébert Veng disait, l'argent suit toujours les pas de celui qui travaille. C'est ce qu'il enseignait.
L'argent suit toujours, c'est important, les pas de celui qui travaille. Ce sont des idées de décolonisation mentale. Parce qu'on nous avait dit que tu peux travailler comme tu veux, tu n'auras jamais rien. Tu n'es pas capable de faire ça, tu ne peux pas créer une université. On nous a dit tellement de choses. Je prends mon cas et je pense que chacun peut prendre son cas. On lui a dit que tu ne peux pas. Et tout est possible. Tout est possible jusqu'au jour où tu le fais. Tu te rends compte qu'il n'y avait même rien. Au fond, il n'y a même rien. Si vous comprenez qu'il n'y a rien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous êtes capable de le faire. Donc je suis aujourd'hui venu parler à cette petite voix qui vous murmure dans votre esprit que tu ne peux pas. Dites à cette voix, menteur. Parle comme ce vieillard qui parle jeune, qui dit, n'écoutez pas cette petite voix qui vous dit que vous êtes né pour du petit pain. Vous êtes venu accompagner les autres. C'est une expression, comme on dit au Cameroun. On est venu accompagner les autres ici. Personne n'est venu accompagner quelqu'un. Nous sommes tous venus pour une mission. Chacun a reçu son ordre de mission. Seulement, est-ce que nous savons quel est notre ordre de mission? Est-ce que tu es connecté à toi-même pour découvrir ton ordre de mission et réaliser ta mission? Donc c'est important, je suis heureux de parler à cette petite voix. Je suis venu ici aujourd'hui pour également te proposer des outils pour répondre à cette voix. Souvent, nous ne savons pas quoi répondre à cette petite voix qui te dit tu ne vas pas y arriver, tu perds ton temps. Une voix qui te dit si tu es bon, au Cameroun, quand tu es bon, on t'appelle Mougou. Mougou veut dire naïf. Et c'est très méprisant. On dit parce qu'il est naïf. C'est pour ça que vous allez voir, être bon aujourd'hui, on a même honte d'être qualifié de bon. On avait un père qui nous a formés au séminaire, il nous disait, l'Église aujourd'hui n'a plus tellement besoin des prêtres très intelligents parce qu'on en a. Il a besoin des prêtres qui ont un bon cœur. Et moi je vais dire, on a besoin aujourd'hui des citoyens africains qui ont un bon cœur, qui peuvent aimer, soit s'aimer et aimer les autres, tout simplement. Tout simplement. Ne pas regarder l'autre comme un adversaire, un ennemi. Les gens qui peuvent aimer, s'aimer et aimer les autres. Cette petite voix, c'est le colon. Quand je dis colon, ce n'est pas le colon politique, hein? Ce n'est pas le casque colonial là, avec sa petite culotte blanche. Ce n'est pas lui le colon là. Le colon, c'est celui qui a pris possession de ton esprit. Ce colon, c'est ton père qui t'avait dit que tu es supérieur à la femme. C'est ça le colon. Le colon, c'est l'école qui t'a dit que ne rêve même pas. Comme tu n'as pas fait série scientifique, tu ne peux pas devenir médecin. C'est un colon. Parce qu'on peut être médecin et en faire série littéraire. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça sur cette terre. Et le colon qui m'avait dit, comme tu n'avais pas eu de bonne note en mathématiques à l'école, oublie ça, tu ne vas jamais faire les mathématiques. Quand j'ai étudié les statistiques, j'ai excellé en statistiques. Mon prof me dit, mais voilà, les statistiques, c'est les mathématiques. Tout simplement parce qu'on appelait ça statistiques. Si on avait dit mathématiques, j'aurais échoué. Parce que le colon avait pris possession de mon esprit. Il m'a dit que les mathématiques et toi, tu n'arriveras jamais. Je suis venu parler à cette petite voix-là. Cette petite voix qui prend possession aussi de tes pensées. Les pensées mauvaises, les pensées d'envie, de jalousie, les pensées de complexe, d'infériorité ou de supériorité même. Ce colon qui prend possession aussi de tes croyances. Oui, tu crois, comme ce matin, bon, je pense cette parenthèse rapidement, je vais la refermer. Cet ouvrier qui dit à son maître, je sais que tu es un homme, quand tu récoltes où tu n'as pas sémé. Tu as le cœur très dur. Tu es méchant, moi je ne touche pas tes choses, viens reprendre ce que tu m'avais donné. J'ai eu peur de faire quelque chose du talent que tu m'as donné. C'est le colon qui te parle en toi. Le colon qui nous enseigne à avoir peur. Parce qu'il sait que quand on a peur, on ne peut plus rien faire. Celui qui a peur ne peut plus rien. La colonisation, c'est enseigner les gens à avoir peur. C'est tout. Avoir peur, il faut voir comment nous tremblons comme ça. Nous avons peur de tout. Peur de la vie, peur de la mort. Peur du jour, peur de la nuit. Peur de manger parce qu'on dit, oh tu manges beaucoup. Attention, hein. Tu ne manges pas, tu as peur d'avoir faim. Nous avons peur de tout. On a même peur de Dieu. Et on a aussi peur du diable. Alors on vit donc comment?
C'est le colon qui nous a appris à avoir peur. C'est à cette petite voix que je voudrais parler aujourd'hui. C'est notre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie. Donc le colon a tout fait pour que notre lumière nous fasse peur. Comme je disais hier, si je vous dis, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? On me dit, moi je ne suis pas Dieu. Pourtant, nous avons été créés à l'image, capables de ressemblance à Dieu. Il a mis toutes choses à nos pieds. Qui suis-je, moi? Moi, je suis d'abord qui pour être même merveilleux, talentueux? Je ne mérite pas. C'est sûr que vous êtes trompé. C'est quelqu'un d'autre. C'est ce colon qui parle dans notre voix comme ça. C'est ce colon-là. Alors, nous avons des programmations qui font que nous ne sommes même plus capables de reconnaître nos talents, notre génie. Tout le monde va reconnaître. Moi, je vais dire non, je sais que ce n'est pas moi. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oui, le syndrome de l'imposteur. Tu es à ta place. Seulement, au fond de toi, tu te dis, ce n'est pas ta place. Non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. C'est trop beau pour être moi. Et c'est ça. Et c'est à cette voix intérieure-là, justement, qui fait que nous doutons même de nos capacités et même de notre leadership. La capacité d'entraîner. Nous doutons, nous disons, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. C'est les autres qui peuvent. On dit à ma langue, moi ma place est et enfin. Quand on a cité tout le monde dit et enfin. Il y a des gens comme ça, lui sait que sa place c'est ça. Donc il n'attend même pas que parler les autres. Quand on va finir, on va dire et enfin. Et c'est ma place là-bas. Parce qu'on lui a dit que ta place c'est celle-là. Reste là-bas. Ne bouge surtout pas. Il reste là. C'est ce colon-là. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses, je voulais parler à cette voix-là, ce colon-là, qui te dit que toi, ta place est enfin. Pourtant, donc la PNL nous propose des outils pour questionner ces croyances, nos croyances profondes, pour reprogrammer nos schémas mentaux, mais aussi pour revaloriser notre identité. L'identité, c'est qui je suis. Je vous dis, les gens vont vous acheter au prix auquel vous vous vendrez. C'est-à-dire la valeur que tu t'attribues toi-même. Ce que tu penses que tu es, c'est ce que tu seras. Et c'est important, ce n'est pas juste des mots. Appliquons-la partout, appliquons ça partout. C'est très important. Donc, à partir avec la PNL, nous allons travailler à nous réapproprier notre confiance, la confiance personnelle et collective, comme peuple, afin d'avoir confiance en nous. Pas de douter, pas de penser que c'est les autres qui vont nous dire ce qui est possible pour nous, ce qui est bon pour nous. C'est ici à Ouagadougou que quelqu'un est venu dire que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. C'était à Dakar, excusez-moi, c'était à Dakar. Ici à Ouagadougou, il disait que le président est parti la clim là. Il est parti mettre la clim, donc c'est ça. Parce que nous pensons que les autres vont nous dire n'importe quoi. Et pour nous, c'est normal. Et c'est important de prendre conscience de cela. La PNL va nous permettre de prendre en charge, de nous prendre nous-mêmes en charge en tant qu'adultes. Nous ne sommes pas les mineurs. Nous sommes des adultes. Un adulte, c'est quelqu'un qui se prend en charge et qui prend en charge les autres. C'est ça. Et ça, c'est important. Sur le plan, non seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, sur le plan physique, à tous les niveaux, sur le plan social, nous prenons en charge. Et la PNL nous dit, chaque être humain a en lui toutes les ressources pour atteindre ses objectifs. Tout. Et il nous dit, si tu n'as pas ces ressources, tu as la possibilité de les acquérir. Donc, décoloniser nos esprits, c'est reprendre le contrôle de notre narratif, notre narration, c'est-à-dire comment nous racontons nos histoires. Hier, je disais hier que tant que l'histoire de la chasse sera toujours racontée par le chasseur, le lion lui-même n'aura jamais rien dit. C'est ça toujours en faveur du chasseur.
Est-ce que vous posez la question pourquoi les chaînes d'information continue existent? C'est pour programmer ce qu'on veut programmer dans nos esprits. Tous les 15 minutes, le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont les pays les plus pauvres du monde. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont... Finalement, nous avons comment répéter ça? Parce qu'on nous a dit ça, on a rappelé ça, et tous les 15 minutes, les chaînes d'information continuent le rapport. On vous dit la même chose, et on nous met les canaux satellites partout pour que tout le monde ait accès à cela, à cette information. C'est la programmation, c'est la colonisation mentale. Moi, je ne regarde pas la télé, je choisis ce que je veux regarder. On ne m'impose pas une information. Non, non, c'est moi qui vais chercher l'information. De toute façon, si Paul Biya n'est plus là, il va savoir. Je ne suis pas obligé de rester devant la télé comme ça, là, il va savoir, ça va me trouver. Et c'est très important. Parce que nous devenons ce que nous consommons. Nous devenons ce que nous consommons. Si nous consommons les informations négatives, dévalorisantes, humiliantes, en permanence, c'est ce que nous devenons. Si nous recevons des bonnes nouvelles régulièrement, des nouvelles joyeuses, optimistes, c'est ce que nous devenons. C'est important. Prenons attention à ce que nous consommons. C'est aussi une urgence de la décolonisation mentale. Donc c'est à nous justement de travailler à laisser les traces. J'ai beaucoup aimé le projet qu'on nous a présenté ici. On nous a, le mémorial, la statue en ce moment à 5 mètres de long. La statue du capitaine. On nous dit qu'elle aura 17 mètres. Et 37, ou c'est 37 ans, excuse-moi. Comment c'est grand? Ça sera 37. Mais ça sera comme le monument de la Renaissance africaine à Dakar. Parce qu'il faudrait qu'on regarde, on se dit, ici est passé quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a laissé quelque chose. C'est important, parce qu'on ne se reconnaît en rien, généralement. On cherche les modèles, on n'en trouve pas. C'est pour ça qu'on dit un vieillard qui meurt chez nous, en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Non. Il faudrait que nos vieillards, même s'ils meurent, la bibliothèque reste là, elle ne brûle pas. C'est à nous de faire quelque chose. Donc comme c'est à nous de laisser les traces, d'écrire notre histoire. Parce que les autres ne vont pas l'écrire pour nous. Donc moi je vous invite, écrivez. Même si vous devez écrire en votre langue, écrivez quelque chose. Entre celui qui a écrit et celui qui n'a pas écrit. Celui qui n'a pas écrit est passé. Tout ce qu'il sait. Même si c'est 20 pages que vous voulez écrire, écrivez. Alors il est temps que nous parlons nous-mêmes. De nous-mêmes avec fierté, puissance et ambition. Nous n'avons pas besoin de permission pour parler de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de validation. Est-ce que vous avez connu un Africain qui est spécialiste de l'Afrique? C'est difficile de trouver un Africain spécialiste d'Afrique. Ben, il y a des gens qui après fait 1 an, 2 ans en Afrique. Il est le grand spécialiste de l'Afrique. Et nous consommons ce qu'il nous dit de nous-mêmes. Alors que nous sommes nés là, on n'a plus besoin que quelqu'un nous dise spécialiste. Nous sommes déjà là. C'est important, ces détails-là. C'est très important de l'enseigner aussi aux jeunes. Donc, décoloniser l'esprit, c'est briser les croyances limitantes. Briser ces croyances qui nous disent que les solutions viennent d'ailleurs. Non. Parce que tout cela est faux. Être capable de reconnaître le vrai du faux. Et ça, c'est faux. Et je ne prends pas ça, c'est faux. Parce que si vous ne le faites pas, le capitaine Sankara nous dit la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament. Donc nous avons beau nous plaindre, nous devons faire quelque chose. Nous devons prendre le médicament. Et un des médicaments qui existent, que nous vous proposons, c'est les outils de la PNL. C'est un médicament. On dit souvent, oui, nous voulons changer, nous ne voulons plus. Mais tu fais faire comment? Tu fais ça comment? Prends un médicament. Et donne-toi les outils, donne-toi la méthode, la méthodologie. Décoloniser l'esprit, c'est faire de l'excellence la norme. Parce que jusqu'à présent, le nivellement se fait par le bas. On fait de la médiocrité la norme. Comme Monseigneur Jean Zoa disait au Cameroun, chez nous, réussir est considéré comme une trahison. On s'était entendu qu'on serait médiocre. Pourquoi toi tu réussis? Pourquoi tu n'es pas médiocre comme nous? Et là, on va t'attaquer. Mais bien sûr, on va t'attaquer. C'est pour ça que ceux qui excellent un tout petit peu s'exilent. Je ne sais pas s'il y a un pays d'Afrique qui a autant d'exilés intellectuels que le Cameroun.
Quand j'étudiais à l'ENAP, la moitié des étudiants étaient camerounais. Je ne dis pas africains, camerounais, à l'École nationale d'administration publique. L'école d'ingénieurs HEC là-bas, c'est Polytechnique, c'est la même chose. La faculté d'éducation, nous avons étudié, c'est presque nous maintenant. Toutes les écoles là-bas, c'est les Camerounais, directeurs, enseignants, partout. Maintenant, on ne fait plus les réunions des Camerounais, on fait maintenant les réunions du village. Le Cameroun, c'est trop grand. On fait maintenant le village. Mais oui, et c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi? Ça veut dire que si les enfants d'une maison se retrouvent beaucoup à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur maison. Quelque chose ne va pas. Donc, l'excellence de lui. Parce que, comme disait le professeur Hubert Mounondjana, c'est un grand philosophe camerounais, il disait, chez nous, nous avons écarté la norme et normalisé l'écart. Nous avons écarté la norme, nous avons normalisé l'écart. Alors, nous disons en PNL, faisons de l'excellence la norme. Parce que la médiocrité n'a jamais développé un pays ni quelqu'un. Décoloniser l'esprit, c'est modéliser nos propres champions. C'est nous qui choisissons. Voilà notre modèle. On n'aura pas attendu permission de quelqu'un pour en faire notre champion. Parce que notre champion, il correspond à nos critères. Les critères, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les établit pour nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher le modèle ailleurs. Nos terres ont enfanté leur modèle. Un chanteur au dragon. Voilà, par exemple, moi je parle d'elle parce que je la connais. Mon épouse m'en a parlé depuis 2009. Ils ont étudié aux Pays-Bas. Elle m'a dit ce que tu fais. J'ai regardé un peu. Je dis, voilà une dame qui fait des choses extraordinaires. Je sais qu'il y a comme ça beaucoup ici. Ce sont les modèles que nous devons enseigner aux jeunes filles. Et aux jeunes en général. Parce que tu travailles là. Quelqu'un d'autre dans notre pays, il ne fait même pas la moitié. Les médias en parlent tellement. On l'invite chaque jour sur les plateaux de télévision. C'est lui qu'on va voir. Pourtant, toi, tu travailles dans des conditions, Dieu seul sait. C'est pas ça. C'est valoriser nos modèles, nos champions locaux. C'est très important. C'est aussi ça, consommer localement. Voilà. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination, de la créativité. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Ce sont les paroles du capitaine Sankara. J'ai pris ça ici avant-hier. Hein? Je ne suis pas venu avec ça. Ça ne veut pas exister. J'ai pris ça ici hier, avant-hier, quand nous avons visité le mémorial Thomas Sankara. C'est bien écrit. Et je pense que c'est très important de l'afficher clairement pour que les jeunes lisent ça. C'est très important. Ceux qui ont pensé ça ont très bien pensé. Donc, pour lier la parole, le geste à la parole, nous avons commencé à écrire. Et j'encourage nos compagnons d'écrire sur nous-mêmes. Alors, le livre que nous avons écrit sur la modélisation, nous avons modélisé là-dedans près de 80 personnes. Au Burkina Faso, il y a quelques-uns qui viennent du Burkina, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, du Nigeria, un peu partout. Par exemple, le prêtre qui a créé Songhai au Bénin, le dominicain. Oui, Père Georges, non? Voilà, il est là. Zamugio. Oui. Pardon? C'est un Zamugio. Oui, il est là. Donc, modéliser beaucoup d'Africains. Des jeunes, des moins jeunes, des connus, des moins connus. Tous ceux qui peuvent nous indiquer la piste de l'excellence par leur vie ont été modélisés. Et nous allons continuer à ajouter d'autres noms là pour produire constamment des modèles. Pour que nos jeunes, quand ils cherchent des modèles, qu'ils soient capables de les trouver quelque part. Si nous ne faisons pas ça, personne ne va le faire. Moi, tu dis, le modèle, c'est Denzel Washington. Denzel Washington, bah, tu es ici, là. Tu sais, à Bobo du Lasso, à Degoudou, c'est qui le modèle, là, pour toi? C'est ça, le modèle authentique. Nous travaillons là-dessus. Vous voyez, sur cette image-là, le capitaine hier. Bon, comme je ne pouvais pas proposer quelque chose sans me mettre moi-même dedans, me voici. Mais qui va se négliger? Aïe, ce que je dis, c'est ce que moi je fais. Si je laisse les autres écrire l'histoire, moi-même, je ne serai jamais dedans. Il faut être cohérent, c'est comme ça. Donc, je suis là, et si vous voyez notre Dadi, Mandela, et vous voyez celui qui pointe l'Afrique, le grand panafricaniste, c'est Thomas Isidore. Nous avons notre fils qui est parti, et qui n'est jamais parti,
c'est Barack Obama. Ruben Oumyobé, celui qui s'est battu pour l'indépendance au Cameroun. Martin Luther King et puis Malcolm X. On pourrait ajouter d'autres, évidemment. Quelqu'un m'a fait la remarque, mais il n'y a aucune femme là-dedans. Je lui ai dit, tu as raison. Je lui ai dit, tu as raison. Donc, dans le document, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs. On va voir tout à l'heure. C'est sur l'image. Donc, je préfère le dire déjà pour qu'on ne me dise pas que le titre, toi, tu parles sur les femmes alors. C'est ça. Décoloniser l'esprit, c'est s'inspirer des figures comme Félix Houphouët-Boigny, comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, Wangari Maathai, la Kenyane, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Paulin Otonji, etc. Qui nous montrent qu'il est possible de briser les plafonds de fer. C'est possible. Décoloniser l'esprit, c'est aussi comprendre que les succès se dupliquent. C'est-à-dire, on les fabrique, les succès. On n'attend pas qu'ils viennent comme ça. Ce n'est pas un hasard. C'est ce que Samuel Eto'o dit ici. Il dit, le succès se construit. Vous voyez l'équipe de... La France est le pays qui a le plus grand vivier de talent en football au monde. C'est-à-dire, ils peuvent allier 3 équipes comme ça. 3 équipes sont noires, hein, tout ça. C'est pas un problème. Son office, ils peuvent briller partout, c'est pas grave. Donc, mais c'est ça, tout simplement parce qu'ils étaient les premiers à comprendre que la formation est la base. Les équipes de formation sont partout, les grandes équipes de formation en soccer, en football. La France, on peut ne pas aimer, mais c'est ça. Alors, c'est important pour nous de dupliquer. Dupliquer veut dire enseigner, fabriquer le succès. Nos écoles doivent être des moules qui fabriquent le succès. On devrait avoir plusieurs caddies comme ça. Et il a dit lui-même qu'il espère en voir 10 au moins. Et moi, je prophétise en te disant qu'il y aura au moins 100 caddies. Quelqu'un me donne mon amen. Amen. C'est ça. Il y aura au moins 100. Maintenant, les piliers de décolonisation mentale. Je en propose 3. Il peut y avoir plusieurs, mais plus de 3. J'en propose 3. Première chose à dire, c'est que si tu veux te libérer, il faut d'abord savoir qui tu es. La révolution mentale passe d'abord par la révolution. La révolution passe d'abord par la révolution mentale et la révolution identitaire, c'est-à-dire qui je suis. Parce que l'identité que nous avons nous a été donnée, prêtée. Enfin, toi-même, tu ne t'es jamais questionné qui tu es. On dit les subsahariens sont malhonnêtes, ils sont pauvres, ils sont pas sérieux, on nous a donné tout ça. Et nous, on a acheté ça. Dans soit les gens disent, nous les Africains, nous sommes comme ça, nous les Africains. Il reprend ce que les gens disent de lui. Donc c'est important pour nous de comprendre que d'abord, questionner son identité, qui je suis. Parce que nous avons été formatés à voir les limites avant de voir même les forces. Nous avons été formatés à nous sous-estimer, à sous-estimer ce que nous sommes, à sous-estimer ce que nous pouvons faire, au lieu d'exploiter ça. Notre modèle a dit hier que quand il est parti en Côte d'Ivoire, quand il est rentré de Côte d'Ivoire, il s'est dit, ben, écoute, moi je peux très bien, me lancer dans l'exploitation agricole. Je pense que même son papa ne croyait pas trop. C'est toujours ça la colonisation. Hein. Mais lui, c'est décolonisé. Et vous voyez ce qu'un décolonisé, ça donne ce que ça donne. Ça donne un modèle pour les autres. Il a bien fallu qu'ils disent, ici là, voilà mon chemin. Voilà mon chemin. Il a suivi son chemin aujourd'hui. Il peut inspirer d'autres personnes. C'est ça. La PNL nous offre donc des clés pour reprogrammer notre vision de nous-mêmes. Comment nous nous voyons nous-mêmes. Pas comme les autres ont voulu que nous nous voyons. Comment nous nous voyons nous-mêmes. Pour briser les croyances qui nous enferment. Je crois que je ne veux pas, je crois que je ne peux pas, je crois que je ne suis pas assez. Non. Mais aussi pour bâtir un avenir qui est le tien. Un avenir souverain et prospère. Parce que être riche, c'est un concept, c'est une idée. Ça signifie quoi être riche?
Réussir, c'est un concept, ça signifie quoi? C'est toi qui dis ce que ça signifie, réussir. C'est toi qui dis ce que ça veut dire être riche. Et comment tu dis être riche, c'est être capable d'être capable de résoudre, mais, enfin, de prendre soin de moi, des miens, mes besoins, etc. Et de pouvoir épargner un peu. C'est sa définition de la richesse. Et quand il réussit à faire ça, ben il est riche. Quand il marche dans la rue, là, il sourit. Tu vas lui dire que toi, tu n'es pas milliardaire, si je fais pas 1 milliard. Puisque moi, c'est ça qui est être riche. C'est ça devenir souverain. Voilà un décolonisé. Mais le colonisé va toujours dire, être riche, c'est être dans le tableau de Forbes. Si tu n'es pas dans Forbes, tu n'es pas riche. Donc tu as beau te battre. Même si tu es comme César, non? Le grand, celui qui a l'hôtel, le grand hôtel là. Azalaï. Azalaï. Voilà. Je l'ai vu quelque part sur Internet. Mais Azalaï, quand j'ai vu l'hôtel, je dis, même si tu es riche comme lui, tu vas te dire non, si mon nom n'est pas encore dans Forbes, c'est que je ne suis pas encore riche. Non. Être intelligent, c'est quoi? Être brillant, c'est quoi? C'est quoi? Oui, c'est important de questionner ces choses-là. Donc, les 3 piliers fondamentaux de la décolonisation mentale, pour nous, les Africains, le premier, c'est reprogrammer nos croyances, croire à notre génie, croire à notre génie, et de ne pas dire nous-mêmes que nous sommes capables. Parce que le problème, c'est que pendant des siècles, le discours dominant a toujours été que nous sommes inférieurs, nous sommes incapables, nous ne pouvons pas innover, nous ne sommes pas assez rentrés dans l'histoire. Comme quelqu'un est venu nous dire ça à domicile. Vous les Africains, vous n'êtes pas assez rentrés dans l'histoire. Imitez-nous, parce que vous reproduisez la même chose chaque fois. Vous n'êtes pas capable. Vous vivez au jour le jour. Ça, c'est important. Nous ne croyons même pas à notre leadership. Moi, je suis venu ici aujourd'hui vous dire que ça, c'est un problème. Ne pas croire à son leadership, ou à notre leadership. Ne pas croire que nous sommes capables d'organiser notre communauté, notre société, être capables de vivre selon nos propres normes, c'est un problème. Et la programmation mentale est encore ancrée dans nos sociétés. Parce que l'éducation aussi est passée par là. Nos institutions éducatives, comme l'école, la société en général, la famille, nous sont parfois, n'ont pas toujours aidé. De ce point de vue, demande à quelqu'un de se présenter. Il va te dire, je suis licencié en... Parce que pour lui, son identité, c'est la licence. Eh oui, parce que l'école lui a dit que c'est ce qu'il fallait. Donc celui qui n'est pas licencié d'office n'a pas droit à la parole. Si vous suivez les chaînes de télévision camerounaises le dimanche, ce sont les débats politiques partout. On évite. Elle dit, il n'y a que... Si tu es même... Maintenant, le débat, ce n'est plus professeur. Si tu n'es pas professeur titulaire, tu n'as pas droit à la parole. Mais le docteur, là, on dit, non, tu n'es qu'un docteur. Ou bien que le professeur lui-même n'est qu'un docteur. Est-ce qu'il y a un diplôme qui dépasse le doctorat? Voilà. Mais on dit, tu n'as pas le droit à la parole parce que moi, je suis professeur titulaire. Tu es maître de conférence. Quand je parle, tu m'écoutes, ok? Le maître de conférence, il va dire au chargé de cours, quand je parle, mon cher, tu n'es que chargé de cours. On va aussi dire assistant, monsieur, tu n'es qu'un assistant, tu assistes. Du coup, on évite personne. Regardez bien les chaînes camerounaises. Tous sont les professeurs. Parce que dans le problème, c'est qu'ils ont cru qu'ils n'étaient que ce qu'on a dit qu'ils pouvaient être. C'est pour ça que quelqu'un comme Samuel Eto'o, quand il parle, on dit tu es illettré. Il y a quelqu'un qui parle 3 langues, il est illettré. Qui a créé des entreprises partout qui marchent, il est illettré. Il a 3 fois gagné la Champions League. Tu n'es pas intelligent, tu peux jouer à ce niveau-là. Attendez, si tu as une tête percée, tu vas faire comment pour jouer à ce niveau-là? Mais voilà quelqu'un qui... On te dit que non, il ne vaut rien, il ne comprend rien. Allez dire à notre parrain, il ne comprend rien. Il va vous dire, d'accord, venez donc, faites ce que je fais, comme vous comprenez très bien. Et cette décolonisation mentale, nous les Africains, nous devons... L'école est très bien, je ne suis pas esclave de l'école. J'encourage qu'on continue à promouvoir. Sauf que nous devons aujourd'hui ne pas oublier que, à côté de ce que nous enseignez, nous pouvons nous aussi apporter quelque chose. La solution donc que la PLF propose, ce sont des recadrages cognitifs, comme ce que je suis en train de faire là.
Le cadrage en lien avec la connaissance. Le seul lieu de connaissance n'est pas l'école occidentale. Il y a l'école familiale, il y a l'école communautaire, l'école villageoise, il y a l'école religieuse. Ce n'est pas que l'école occidentale. Nous pouvons aussi faire des recadrages positifs. Parce que la plupart des recadrages que notre éducation nous sert sont des recadrages négatifs. Donc nous pouvons faire le recadrage positif. Les ancrages positifs aussi, l'ancrage c'est installer quelque chose en nous. Installer en nous la confiance. Installer en nous la fierté. Il y a un grand mouvement qui est en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, c'est I am black, I am beautiful. Les filles, les nappies, là, elles laissent les cheveux comme ça, les hommes même laissent les cheveux. Oui, c'est pour dire, attendez, tu n'es pas obligé d'acheter les mèches, longues mèches comme ça, plisser mes cheveux pour ressembler à... Non, je peux aussi être comme je suis. Oui. Avoir les cheveux crépus, crépus, non, crépus. Pas crépus, crépus. On peut être beau avec ça. On est beau avec ça. C'est mon job. C'est ça. On est beau. On peut s'habiller comme ça. Est-ce que je ne suis pas beau? Est-ce que je suis pas le plus beau de la salle? Applaudissez pour moi. Mais si tu ne dis pas que tu es bon, qui va dire ça à ta place? Je vous dis, c'est toi-même. Hein? Si tu attends quelqu'un, parce que depuis que je suis arrivé, personne m'a dit tu es beau. Ah, moi, je dis que je suis beau. C'est comme ça. C'est la même chose dans la vie. Si nous attendons que les autres disent que notre pays est comme ça, il est bien, il est beau, il est agréable, personne ne va le dire. Disons-le nous-mêmes. C'est important. C'est important. La répétition des narratifs inspirants, comme ici au Burkina, c'est très important. Comme le capitaine Sankara parle de lui, on rappelle. Parce que ça fixe la mémoire. Et puis c'est important pour nous. Ça fait que nous nous identifions à quelque chose de grand. Au Bénin, ce sont les Amazones. Vous avez vu la grande place d'Amazon au Bénin. Le président Talon a, waouh, ou une grande statue comme ça, son épée là. C'est une dame. C'est le pays des Amazones. Donc du coup, là-bas, une femme au Bénin, elle sait que attention, hein. C'est elle qui tient les, elle appelle les hommes, les Adjessou. Adjessou était un peu bon. Il comprend un peu. Un peu bon, pas bon, les femmes, c'est elle qui était devant. Les hommes, parfois, ils guettent un peu là-dedans, un peu là. On dit, voilà, Amazon. Et on nous met à l'avant pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Et ça, c'est très, très important. Alors, nous avons quelques exemples de narratifs inspirants. Par exemple, chez Anta Diop, c'est notre grand intellectuel qui a commencé à écrire un narratif africain. Pour dire que nous, là, ne consommons pas seulement ce qu'on nous dit là. Nous-mêmes, là, Africains, nous avons contribué à l'histoire de l'humanité. Parce que les autres ne vont pas dire ça. Il a démontré que l'Afrique est le berceau de la civilisation de l'humanité. Les gens disent, oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben, il ne veut pas que les autres disent que c'est vrai ou c'est pas vrai. Cheikh Anta Diop a dit ça, il dit que c'est vrai. Oui, pourquoi il ne veut pas croire ce qu'il lui a dit? Il a fait les mêmes études que les autres, peut-être même plus encore. Quand les Sud-Américains disent ce qu'ils veulent dire, ils n'ont pas besoin de l'avis des Africains. Quand les Européens veulent décider ce qu'ils veulent décider, ils n'ont pas besoin de l'avis des Africains. Quand les Canadiens veulent décider, ils n'ont pas besoin de notre avis. Vous croyez que Donald Trump va lui demander notre avis pour faire quelque chose? Vous connaissez même Donald Trump? Et vous pensez qu'il va lui vous demander? C'est quelqu'un qui a compris. Ben oui. Quand je suis arrivé au Canada, à l'époque, c'était le premier ministre Stephen Harper qui était là. Alors lui, il finissait tous ses discours en disant « Nous sommes le meilleur pays au monde ». Il a tellement répété que tous les enfants avaient répété ça. Que le Canada est le meilleur pays au monde. Ah oui. Et quand c'est l'autorité qui le rappelle chaque fois, ça devient vérité. Mais oui. Et les enfants, ils avaient une fierté. Le Canadien, c'est que quel que soit le pays, même les États-Unis, on considère les États-Unis comme bon. Ils sont seulement gonflés comme ça, mais au fond même, le Canada est le meilleur pays au monde. Mais ça, c'est quelque chose qui a été vendu. Il nous a vendu ça comme croyance et les gens ont acheté. Nous aussi, nous pouvons créer nos croyances ici. C'est ça. C'est beau? Très bien.
Donc, Cheikh Anta Diop nous a permis justement de restaurer l'estime que nous avons de nous-mêmes comme Africains. C'est un exemple de modèle. Quel est l'impact de ce travail? Le problème, c'est que nous ne pourrons pas, nous, parce qu'on a appris à ne pas croire en nous. Maintenant, la PNL te propose des solutions, des personnes qui te disent tu vaux mieux que ce qu'on t'avait dit. Et je prends le cas du Cheikh Anta Diop. L'impact PNL, c'est quoi? C'est de pouvoir remplacer les croyances négatives ou fatalité par une mentalité positive, mentalité de croissance. Et quand ceci est fait, vous allez vous rendre compte que vous allez rapidement évoluer dans tout ce que vous voulez faire. Nous avons dit hier que les gens qui sont positifs, optimistes, accèdent rapidement au succès. Le succès, c'est les personnes positives. Les personnes négatives, là, pessimistes, c'est ça, vous voyez? Donc c'est le premier pilier qu'on vient de voir. Refaire notre logiciel mental. Le deuxième, c'est le leadership par l'exemple. L'exemple, le modèle, le leadership par l'exemple. Travaillons sur notre mentalité, c'est le premier. Le deuxième, maintenant, soyons un exemple. Gandhi dit, soyez le changement que vous voulez. Incarnez vous-même ce changement. Et notre mentor, Thomas Isidore Sankara, nous dit, il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social, c'est-à-dire un homme et non un individu. Il dit, apprendre les gens d'abord à se situer. Parce que c'est vrai qu'une personne qui reconnaît sa propre valeur, c'est cette personne-là qui peut provoquer le changement. Si je sais que je ne vaux rien, ou je suis juste un numéro, je suis comme juste là, un numéro. On dit le Cameroun a 36 millions d'habitants. Donc, je suis un dans les 36 millions. Vous voyez que si le 1 disparaît, on va toujours dire 36 millions. Puisque les gens meurent, on ne change même pas. On ne dit pas que 35 fait le jour, d'autres laissent. Donc, tu es un numéro qu'on peut ajouter, on peut enlever, etc. Non. Tu es un humain. Tu es une personne. Tu es un homme. Et ça, c'est très important. Tu n'es pas juste un numéro. Alors, le problème, c'est que nous avons grandi sans modèle. Nous disons aujourd'hui que nous cherchons les modèles, comme par exemple notre modèle Kani que nous avons modélisé tout à l'heure. Nous cherchons les modèles parce que nous avons grandi sans modèle de réussite authentique. Dans nos familles, là, nos parents n'étaient pas toujours des modèles de réussite authentique. Réussite authentique, parce qu'ils visaient une réussite qui est un modèle de réussite qui nous avait été enseigné. Dans nos villages, ceux qu'on respecte, on dit, c'est la famille de qui là? On va dire c'est la famille du docteur tel. Ça c'est bon, on respecte cette famille-là. Si on dit aussi la famille de l'évêque tel, on respecte aussi. Hein? C'est sûr. Mais si tu es quelqu'un qui est là au village, tu fais des plantations, tu fais beaucoup de choses, tu gagnes même plus que ton frère qui est sous-préfet. Mais on va toujours dire c'est la famille du sous-préfet. Toi qui fais tout ce que tu fais là, c'est comme si tu ne travaillais pas. C'est un parent à moi, je ne vais pas dire parce que c'est un parent à moi qui était venu à Yaoundé et il s'est inscrit à l'université catholique. Il a fini les études et comme quand on termine les études là-bas, on te demande de faire un stage. Alors il cherchait le stage dans une entreprise. Il sait qu'à l'époque, j'avais mon entreprise à Yaoundé. Pour lui, comme c'est Siri qui a créé ça, et puis ce n'est pas une entreprise d'État, ce n'est pas international, c'est pas. Il vient me dire un jour, Siri, je ne trouve pas de stage. Alors, en attendant, je vais venir perdre le temps chez toi. L'expression, je vais venir perdre le temps là-bas. Parce que pour lui, ce n'est pas un travail. Ben oui. Même mes amis me disaient, mais cherche un vrai travail. Ils disaient, et ils prennent plus au sérieux les gens que moi j'emploie que moi-même. Oui. Mais c'est ça notre problème des ONG, non? Quand tu crées ton ONG, tu travailles. On considère que tu ne travailles pas. Pour toi, ce n'est pas un vrai travail. Alors que les ONG, là, parfois, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Mais on te dit que tu ne fais pas un vrai travail. Parce que le modèle de réussite qu'on nous avait enseigné, celui-là.
Comme tu n'as jamais été fonctionnaire, chez nous, tu n'as jamais travaillé. Crée tes entreprises même comme tu veux là. Dans l'autre village, on ne considère pas un entrepreneur comme quelqu'un qui travaille. C'est un chômeur. Ils savent pas ce que veut dire entrepreneur. C'est un chômeur. Le jour où on va te recruter à la police, voilà, maintenant tu as un vrai travail. Là, tu es policier. Ben oui, là tu as un vrai travail. C'est un problème. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir inventer nos modèles de réussite. Parce qu'on nous a enseigné que les modèles inspirants viennent d'ailleurs. Ce sont les héros d'ailleurs. Alors la question c'est comment aspirer à l'excellence si nous n'avons pas les repères visibles. Si nous n'avons pas les repères visibles, comment accéder? Parce que si les repères visibles, tout ce qu'on voit comme personnes ayant réussi, ce sont les modèles soit extérieurs, ou alors ceux qui veulent imiter les modèles extérieurs. Et souvent, ils sont très peu. Et à la vérité, même tu cherches même ces mêmes modèles même. J'avais un professeur d'économie. Alors, un jour, il nous a tellement fatigués. Moi, je suis reparti à l'école, j'avais déjà plus de 30 ans. Quand je suis reparti étudier les sciences sociales, le management et tout, j'avais presque 40 ans même. Alors, je vois un professeur qui est là, il se prend trop au sérieux. À un moment donné, je lui demande, toi, tu as créé une entreprise. Parce que tout ce que nous disons, il dit, c'est pas ça, c'est faux, c'est pas... Il connaît toutes les théories économiques. Et moi, j'ai créé une entreprise, j'emploie les gens, je gagne l'argent et je vis. Mais lui, il va finir de parler comme ça, après, il va dire, mais tu me déposes. Moi, tu dois conduire ma voiture. Mais pour lui, je ne sais rien, je ne comprends rien de ce que je fais. Parce que, oui, je ne comprends rien pour lui, de son point de vue, parce que ce que je dis là ne rentre pas dans le cadre de ce qu'il a appris dans ses livres. Il est resté dans ses livres, et ses livres ne lui apportent pas grand-chose, parce que quand je vois même sa vie, même sur le plan personnel, je ne vois pas un modèle inspirant pour un jeune. Posons des questions, hein. Je veux tout simplement parler terre à terre. Ça, c'est important. Quels sont les modèles, repères visibles de réussite en Afrique? Quand on va à Dédougou, quand on voit M. Kanye, je dis, attends, il a réussi. C'est ce que veut dire réussir. Je dis, mais voilà. Et comment on peut faire pour réussir comme lui? Parce que ce sont les gens comme lui qui ont développé la France. La France, c'est un pays agricole. Le Canada, c'est un pays agricole. Les États-Unis sont des pays agricoles. Ce sont ces gens-là qui ont la fortune. Ils bâtissent des fortunes de génération en génération. Ce sont des fermiers. Quand les fermiers se fâchent en France, on arrête tout. Hein. Vous ne mangez plus. Et ici, chez nous, on va dire, un planteur, là, il n'est pas différent de moi qui m'a pas petit parcelle. On fait le même travail. Alors, nous devons voir ces modèles-là qui sont finalement nos héros. Ce sont nos vrais héros. Ces personnes de tous les jours qui vivent avec nous. Ce que la PNL propose donc comme solution, c'est de modéliser. La PNL te dit, pour reproduire l'excellence, modélise des personnes excellentes. Donc si une personne réussit dans un domaine, tu peux modéliser la personne et enseigner ça. Et modéliser, c'est étudier l'état d'esprit de la personne, ses stratégies, ses comportements. Comme tout à l'heure, vous allez écouter les questions qu'on va lui poser. Pour pouvoir reproduire ça, enseigner ça ailleurs. En PNL, on ne peut pas jalouser quelqu'un. Parce que si tu sais bien faire quelque chose, je peux te modéliser. Je peux faire ça moi. Du coup, l'excellence se reproduit. La PNL te dit qu'il est temps de modéliser nos propres champions et de les mettre en avant. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Modéliser nos propres champions. Dans l'église, modéliser nos prêtres aînés qui ont vécu le sacerdoce de manière inspirante. Pour enseigner ça aux jeunes qui sont sévères, qui ne pensent pas qu'ils sont les premiers prêtres qu'on n'a jamais eu. On a eu des prêtres avant eux. Les gens qui ont vécu ce qu'eux sont en train de vivre. Et comment ils ont fait pour vivre dans la fidélité ce qu'ils ont vécu. C'est bon d'enseigner ça aux jeunes. Pareil dans la vie religieuse. Nous avons des religieuses qui ont vécu leur vie religieuse de manière extraordinaire. Dans nos familles, nous avons des parents qui sont des modèles. Et on peut modéliser, enseigner ça aux plus jeunes qui arrivent pour que l'excellence devienne la norme et puis l'exception. Voici des modèles authentiques. Tout à l'heure, on parlait des femmes. Voici une dame que j'ai également voulu modéliser.
la supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de la Paix à Abidjan, la sœur, la mère Christiane Baka. Elle a été doyenne de la faculté de philosophie. Elle est doyenne émérite de la faculté de philosophie de l'UCAO. Et c'est une dame. Pourquoi elle est modélisée? Bon, elle est philosophe et théologienne, engagée à la défense de la place de la femme dans l'Église. Ah, ça veut dire que c'est intéressant. Elle travaille pour que la femme ait sa place en Église, qui est une bonne place, qui existe déjà, mais davantage. On peut toujours faire plus. Et quelques points. Elle nous inspire parce qu'elle travaille pour la promotion de l'égalité. Elle travaille aussi à la promotion du leadership académique. Parce que c'est quand même une femme qui a été doyenne et elle est membre de l'Académie des sciences de Côte d'Ivoire. Je vous dis, elle est mon aînée d'un an seulement, c'est une jeune dame encore. Elle fait des choses, elle inspire des jeunes. Et voilà sa soeur qui est là. La soeur Désirée, Sandrine Désirée, Baka. Agnoro. Agnoro, pas Baka. Baka, c'est qui? La mère Christiane Baka. Excuse-moi la mère. Donc, elle n'est pas PNL. Le leadership de mère Christiane Baka, une fois modélisé et enseigné, pourra déclencher une vague de transformation collective chez les jeunes femmes africaines et même les religieuses. Elle était invitée au dernier salon de PNL à Montréal. Et ce qu'elle nous disait, c'est que une question qui lui avait été posée, c'est que les jeunes filles à l'université ont demandé aux filles et aux garçons dans une salle de classe, c'est elle qui pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez devenir dans la vie, devenir plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Les garçons ont dit, moi je vais être député, non, moi je vais être ministre, moi je vais être entrepreneur, chef d'entreprise. On dit, moi aux filles, et vous? Je vais être l'épouse d'un ministre, l'épouse d'un député. Est-ce qu'on a même ça de classe? Mais c'est parce que dans le contexte qui est le leur, ces filles-là, on leur a dit que tu n'es quelqu'un que par rapport à ton mari. C'est pour ça que tu es madame telle. Point. Cherche pas à savoir ce que tu es plus tard, ce que tu as après, tu es madame telle. Il y a du travail à faire, hein? Il y a du travail à faire. Là, c'est à l'université. Imagine alors si on n'était pas à l'université, c'est plus. Il y a du travail à faire. Bon, il y a un autre modèle, Samuel Eto'o, on l'a aussi modélisé. Lui ici, ce qu'on a tiré en lui, c'est sa détermination, sa discipline mentale, sa résilience. Ça, on prend ça chez lui. Il dit, je ne joue pas pour participer, moi je joue pour gagner. Ah, ça c'est un conquérant. Lui, quand il joue, il ne fait pas, lui, c'est pas le Madigara qui fait. Même Madigara, il marque. Ici, l'autre jour, au stade du 4 août, il a marqué, non? Ah oui, est-ce que tu as vu Eto'o en train de se faire marquer pas? Non, lui, quand il joue, c'est pour gagner. Parfois quand même, c'est un peu exacerbé, bon, c'est ça aussi. Donc, il dit que l'excellence est possible. Bon, je vais rapidement parce que je voulais vous montrer le troisième pilier. L'éducation et la transmission dès l'enfance. À partir de l'enfance, commencer à initier les enfants aux outils de PNL, comme la confiance en soi. Que l'enfant sache qu'il est capable. Et quel est le problème? C'est que nos systèmes éducatifs sont encore formatés par des référentiels coloniaux. Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne plus l'histoire de l'Europe que celle d'Afrique. Moi, je n'ai pas appris l'histoire du Burkina Faso à l'école. Hein? Ah, moi, je n'ai pas appris ça. Je connais l'histoire de l'Europe, je connais très bien. La géographie de l'Asie du Sud-Est. On enseigne ça. Et je vais arriver là-bas quand même pas du Sud, du Sud-Est. On nous enseigne tout ça. La géographie de la Russie, la géographie de tous ces pays-là. Et il y a des gens qui ont abandonné l'école parce qu'ils ne pouvaient pas retenir tout ça. Donc du coup, leur vie est finie comme ça. À cause de quelque chose qui n'apporte rien même dans sa vie de tous les jours. Mais sa vie est finie comme ça. Et oui. Et on nous tapait pour ça. Hein. Tu ne sais pas bien. Paf, on tape sur la tête. On dit tu es nul. Vous voyez? Donc nous formons des personnes, même des employés, pour un système qui n'est pas le nôtre. Pour un système qui est extérieur à nous.
Parce que l'école coloniale avait été conçue pour fabriquer des gens qui vont travailler avec les colons. Ce n'étaient pas des gens qui vont travailler pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on veut continuer avec ça? La PNL te dit qu'aujourd'hui, si nous intégrons la PNL dans l'éducation, nous allons contribuer à préparer les jeunes sur le plan mental, à apprendre à gérer leurs émotions, à développer la confiance en eux, à se fixer les objectifs, les leurs, qui soient ambitieux parce qu'il n'y a pas de limite, et puis surtout à être capable de visualiser leur succès, à voir leur succès, à rêver grand, à dire voilà ce que je vais atteindre. Donc nous le faisons déjà dans les écoles en Côte d'Ivoire, et la semaine prochaine, nous allons sortir 3 livrets pour les enfants de 6 à 9 ans. 6 à 9 ans. Et de 10 à 12 ans. Et puis de 13 à 18 ans, donc les ados. De 14 à 18 ans, les ados. Donc c'est 3 livrets. Et à l'intérieur, nous travaillons pour que les enfants apprennent à avoir confiance en eux, à se fixer des objectifs, à gérer leurs émotions, à utiliser bien leur cerveau, à déterminer ce qu'ils veulent dans la vie, surtout à visualiser ce qu'ils ont choisi de devenir. Kylian Mbappé savait qu'il jouerait au Real de Madrid, vous savez ça. Il a appris à parler l'espagnol avant même d'arriver en Espagne. Il est arrivé au Real, il parlait l'espagnol couramment. Parce que dans sa tête, il avait visualisé. Son éducateur, quand il a peut-être 10 ans, l'éducateur lui a dit si tu es sage, je t'amènerai regarder un match à Madrid. Il dit non. C'est moi qui t'inviterai à me voir jouer au Real Madrid. Il dit mais tu es prétentieux cet enfant-là. Quand il a signé au Real Madrid, il a invité son éducateur. Aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce qu'il savait où il allait, il savait ce qu'il voulait devenir. C'est comme Rigobert Song. En classe de 5e, il arrête l'école. Quand vous partez à l'école le matin, si l'école commence à 7h30, lui aussi commence à courir à 7h30. Si tu as fini à midi, il revient ça à midi. Après midi, il va. Où est Rigobert Song? Vous le connaissez, l'ancien capitaine de Lyon. Quand il jouait là, tous les matchs, c'était comme la finale de la Coupe du Monde. Parce qu'il avait mis tous les œufs dans le même panier. Il avait visualisé. Il a dit, moi, je vais réussir ou je vais réussir. Oui, c'est comme ça. Alors, la solution PNL, les compétences qui changent la vie et qui doivent être enseignées aux jeunes. Quelques modèles, comme par exemple l'école Maria Mamba au Sénégal. C'est une école d'excellence, réservée aux filles brillantes du Sénégal. Et ça prouve que nous pouvons investir dans l'éducation de qualité et atteindre les sommets. Ça, c'est un exemple. Je vais prendre d'autres exemples. Les autres exemples que nous avons, parce que je vais rapidement, les enseignants formés à la PNL, lorsqu'ils sont formés à la PNL, parce que nous formons les enseignants dans beaucoup d'écoles, ils aident leurs élèves à changer leur perception de l'échec. En PNL, ils ont dit qu'il n'y a pas d'échec. Mandela disait, je n'échoue jamais. Soit je réussis ou j'apprends. Il n'y a pas d'échec. C'est une croyance. Quand tu dis, c'est quoi échouer? Je n'échoue pas. Nous appelons, tout simplement. Alors, l'impact PNL pour les jeunes, lorsqu'on mise sur les jeunes, c'est que la jeunesse formée à la PNL grandit avec un état d'esprit d'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense son avenir. Il entreprend, il pense ça. Et il met ce qu'il faut pour arriver à tête. Les jeunes aussi grandissent avec une mentalité, le mindset de leader. Un état d'esprit de bâtisseur. Et non un état d'esprit de dépendance. Nous attendons que les gens vont venir nous aider un jour. Personne ne nous aide. Mon oncle qui est en France va m'aider. Assieds-toi, attends. Il ne viendra pas. Il ne va pas t'aider. Parce que les solutions extérieures ne sont pas les solutions pérennes. L'autonomisation, l'autosuffisance. Mandela nous a dit, nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Alors, je vous remercie
Maintenant, s'il y a des questions, on va les poser. J'espère que nous sommes tous engagés dans la décolonisation mentale. Merci.